Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 16 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, le colonel Jacques Beau, est avec nous. Bon retour parmi nous, colonel. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Jared Tuvworth. Colonel, permettez-moi de commencer par ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump est intervenu en déclarant que l'armée est absente, que la marine est absente, qu'ils n'ont rien pour, vous savez, riposter. Et nous, vous savez, nous dominons l'espace aérien dans lequel nous nous trouvons. Après tout, il en est venu à supplier d'une certaine manière la Chine, le Royaume-Uni, la France et le Japon. Il leur demande en quelque sorte de se joindre à lui et d'aider les États-Unis à rouvrir le détroit d'Ormuz. D'après des sources iraniennes, nous avons appris que le détroit n'est pas fermé, mais qu'il est sous le contrôle de l'armée iranienne. Jusqu'à présent, nous avons appris que le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon et l'Allemagne ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à l'opération. Les États-Unis seraient seuls s'ils décidaient d'aller dans cette direction. Quelle est votre compréhension du détroit d'Ormuz et de la manière dont Donald Trump fait évoluer sa rhétorique, passant d'une position de force à une sorte de conclusion selon laquelle nous avons besoin d'autres pays pour nous aider dans le détroit d'Ormuz? Eh bien, c'est une situation intéressante. En réalité, les États-Unis se sont placés dans une position quelque peu paradoxale. Ils ont attaqué l'Iran en sachant que le détroit d'Ormuz serait bloqué s'ils le faisaient, car l'Iran avait averti l'Occident qu'il agirait ainsi. Pour de nombreuses raisons, certaines assez évidentes. Je veux dire, si vous êtes dans une situation de guerre où vous vous tirez dessus et que vous avez des navires de guerre entrant dans la zone, alors en attaquant l'Iran, vous avez créé une situation où le détroit d'Ormuz est de facto une zone de guerre. Donc peu importe qui le contrôle, c'est devenu une zone de guerre. Et c'est aussi pourquoi, même sans qu'il soit nécessaire que l'Iran précise exactement ce qu'il comptait faire, les compagnies d'assurance ont décidé d'elles-mêmes d'augmenter leurs tarifs, empêchant de fait tout type de transport à travers le détroit, car les coûts d'étaient exorbitants. Ils ont donc créé cette situation. En même temps, nous voyons que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas complètement fermé. L'Iran contrôle l'accès et la sortie du détroit d'Ormuz et permet à certains pays comme la Chine de le traverser. Et évidemment, même les navires iraniens passent par le détroit d'Ormuz sans être attaqués d'ailleurs. C'est très intéressant car lorsque nous avons eu l'affaire du Venezuela plus tôt cette année, la marine américaine pourchassait les pétroliers vénézuéliens ou les pétroliers venant du Venezuela partout dans le monde. Et maintenant, la marine américaine ne semble pas faire la même chose avec l'Iran. La raison est très simple. Désormais, peu importe qui sort du Golfe Persique, peu importe qui apporte le carburant, ce pétrole est nécessaire à l'Occident. Ils n'osent donc pas couler un pétrolier iranien, car cela perturberait complètement l'approvisionnement mondial en pétrole et ferait instantanément grimper les prix. Cela signifie que l'Iran bénéficie d'une position stratégique très intéressante. Ils peuvent utiliser le détroit d'Ormuz et le carburant qu'ils transportent est essentiel. C'est aussi pourquoi les États-Unis ont même encouragé l'Inde à acheter du pétrole, y compris à la Russie. Nous observons à la fois en Europe et aux États-Unis une tendance vers une approche plus souple des sanctions, surtout celles visant la Russie, parce que nous avons besoin de carburant, nous avons besoin de pétrole. Ainsi, aujourd'hui, ces sanctions qui étaient censées affaiblir à la fois l'Iran et la Russie sont devenues, d'une certaine manière, une démonstration de leur puissance.
Nous nous retrouvons donc dans une situation asymétrique où les mesures prises se retournent en fait contre nous parce qu'elles n'ont pas été mûrement réfléchies. Il n'y a pas eu de véritable réflexion sur ce que nous voulions atteindre avec ces sanctions, ni avec cette guerre contre la Russie ou l'Iran. Et aujourd'hui, l'Occident est contraint d'admettre qu'il a échoué, à la fois avec ses sanctions et avec ses tentatives de faire pression sur ces pays. Car désormais, ce sont eux qui contrôlent réellement la situation. Cela signifie que, si l'on se place de l'autre côté, l'Occident a complètement perdu le contrôle de la situation. C'est particulièrement vrai avec Donald Trump. Il s'est engagé dans quelque chose qu'il n'avait pas vraiment prévu. Et maintenant, il est pris. C'est exactement là où nous en sommes. Détruire davantage l'Iran, y compris l'île de Karg et d'autres choses de ce genre, aurait l'effet exactement inverse de ce qu'il veut faire. Même si Donald Trump déclarait qu'il détruirait Karg pour s'amuser, cela, nous le savions déjà. Des soldats israéliens ont également tué des Palestiniens pour s'amuser. Nous avons ici une sorte de convergence. Mais en tout cas, nous voyons que faire la guerre pour s'amuser. We see that making war for fun just has absolutely can only lead to something worse. Ne peut que mener à quelque chose de pire. Et cela nous amène à un point auquel ces décideurs occidentaux n'ont pas vraiment réfléchi. Ils sont maintenant pris à leur propre piège. C'est particulièrement vrai avec cette combinaison de l'Iran et de la Russie. C'est très vrai, car l'Europe se retrouve désormais coincée au milieu. Je veux dire, au moins les États-Unis disposent de certaines capacités de production pétrolière, même si la qualité du pétrole n'est pas exactement la même que celle que l'on trouve en Iran. En tout cas, il existe là-bas certaines capacités, un certain potentiel, ce qui signifie que les États-Unis ne sont pas complètement coupés des approvisionnements en pétrole et en énergie. Mais l'Europe, elle, l'est. Et l'Europe s'est mise elle-même dans cette situation. Si l'on regarde à l'échelle mondiale ce que nous avons dans le monde, la Chine, par exemple, ne dépend qu'environ 3% du pétrole iranien, ce qui signifie que la Chine est à peu près indépendante à 80% sur le plan énergétique. From the Iranian oil, meaning that China is 80% independent energy-wise, meaning that they have their own. 80%. Cela signifie qu'environ 80% de leurs besoins sont couverts par leurs propres ressources. Ils n'ont donc qu'à couvrir les 20% restants, et la majeure partie de ces 20% provient de la Russie, un allié solide désormais. Et comme je l'ai dit, l'Iran représente quelque chose comme 2 à 3%, donc c'est négligeable. Je veux dire, c'est probablement important pour la Chine, mais c'est quelque chose que l'on peut remplacer très facilement, et sans doute très facilement sur le marché international. Cela signifie que l'Occident s'est clairement pris à son propre piège. Et encore une fois, nous sommes exactement dans la même situation que celle que nous avions avec la Russie. Nous pensons toujours comme un joueur d'échecs qui ne réfléchit qu'à un seul coup d'avance. Les vrais joueurs d'échecs, eux, pensent à 8 coups d'avance. The real chess players think about 8 moves in advance. They can plan or visualize 8 moves. Ils peuvent planifier ou visualiser 8 coups à l'avance. Et c'est ce que l'on attendrait d'une prise de décision stratégique en Europe, en Occident. Mais non, ils pensent toujours au prochain coup, point final. Ils ne réfléchissent pas à ce qui vient après, puis encore après et encore après. Ils ne mesurent donc jamais vraiment l'impact ni les conséquences de leurs décisions. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Ce n'est donc pas vraiment surprenant. Nous l'avons vu partout. On le voit dans le domaine de la technologie, du terrorisme, de ce qui s'est passé en Irak. Je veux dire, toutes ces actions de l'Occident ont échoué parce qu'elles ont créé des situations que nous n'avons pas su anticiper.
Et cela affecte aussi la migration, l'immigration, tout cela, toutes ces narrations que l'on entend, en Europe comme aux États-Unis d'ailleurs, à propos de cette immigration massive qui arrive. Mais cela a été créé par l'Occident. Vous savez, on pense que c'est simplement une question d'éliminer Saddam Hussein ou Kadhafi ou d'autres. Mais en réalité, en déstabilisant ces pays, nous avons créé une sorte d'effet boule de neige qui, au final, a déstabilisé toute la région, ce qui signifie que les gens ne peuvent plus y vivre ni y travailler normalement. C'est bien de parler de ces problèmes, le printemps islamique ou les révolutions de différentes couleurs et choses du genre, mais la réalité, c'est qu'en déstabilisant ces pays, nous avons rendu la vie impossible là-bas. Et où vont ces gens après être allés là où se trouve leur argent? Ils vont vers l'Occident, ils vont aux États-Unis. Donc si vous voulez lutter contre l'immigration, la première étape consiste à arrêter de faire la guerre, surtout lorsque ces guerres sont inutiles. Ce serait la conséquence la plus évidente. Mais apparemment, les dirigeants occidentaux n'en sont pas encore là. Nous n'avons pas reconnu que notre processus de décision est tout simplement stupide. Juste avant cette émission, nous parlions de l'image de Netanyahou générée par l'IA. Je ne sais pas, nous passons beaucoup de temps à réfléchir à l'intelligence artificielle. En réalité, nous devrions passer plus de temps à réfléchir à la stupidité naturelle. Colonel, jusqu'à présent, d'après ce que nous avons appris du CGRI, du moins d'après leur rapport, car ils font un point chaque jour et envoient des mises à jour sur la situation sur le champ de bataille, ils ont indiqué que plus de 80% des bases américaines dans le Golfe Persique avaient été détruites. Et ce qu'il en reste, pour l'instant, ce ne sont que quelques installations sans équipement, sans radar et sans tout le matériel lourd et essentiel de ces bases. Mais il semble que l'Iran aille au-delà de ce qu'il avait prévu au début de la guerre. Lors de leurs attaques, ils trouvent des Américains dans des hôtels et d'autres lieux susceptibles d'abriter des soldats américains ou de leur permettre de se regrouper. Mais le problème avec ces hôtels, ces lieux qui ne sont ni fortifiés ni protégés, c'est que l'Iran peut les attaquer et tuer des soldats américains. Je ne sais pas combien de temps les États-Unis peuvent continuer à jouer à ce jeu, car en Irak, regardez les Émirats arabes unis, regardez, même avec Karg, comme vous l'avez mentionné, l'île de Karg a été attaquée, selon le ministre iranien des Affaires étrangères, depuis les Émirats arabes unis. Et l'Iran a attaqué l'Arabie saoudite et détruit, ou du moins endommagé, 5 pétroliers là-bas. Donc, en observant ce que fait l'Iran au Moyen-Orient, quelle est la stratégie et jusqu'où peuvent-ils aller? Parce que l'objectif final, comme nous l'avons appris des responsables iraniens, est que les États-Unis n'aient plus leur place au Moyen-Orient. Nous n'avons pas besoin des États-Unis au Moyen-Orient. Ils doivent rentrer chez eux. Quelle est votre compréhension de leur stratégie et quel succès ont-ils rencontré jusqu'à présent? Eh bien, tout d'abord, nous devons probablement entrer davantage dans les détails. Je pense qu'en détruisant les installations américaines au Moyen-Orient, les Iraniens atteignent 2 objectifs. Le premier est opérationnel, puisque ces bases américaines servaient de point de lancement pour des opérations contre l'Iran, du moins en partie. Et l'Iran ne peut pas se permettre d'avoir ce type de menace autour de lui. Ainsi, la destruction de ces bases avait avant tout un objectif opérationnel. D'ailleurs, savoir si cette destruction représente réellement 80%, je n'en sais rien. Je veux dire, je ne peux pas l'évaluer à partir de ce qu'on voit sur les images satellites. Il est probable que 80% de leur capacité opérationnelle soit détruite, mais pas nécessairement 80% des installations, si je puis dire. Parce que si vous détruisez, disons, les radars d'alerte précoce, ou des équipements de ce type,
ou des radars à réseau phasé, dont beaucoup ont été détruits. Cela affecte une grande partie de la capacité opérationnelle de la base, mais cela ne signifie pas que la base entière est détruite. Donc, il est probable que ces 80% fassent référence aux capacités opérationnelles de la base plutôt qu'à sa destruction physique. C'est le premier point. Mais ici, nous parlons du niveau opérationnel. Si l'on passe au niveau stratégique, bien sûr, il y a un autre objectif clairement énoncé par les Iraniens. Ils veulent montrer et démontrer que les bases américaines n'étaient pas là pour protéger les pays arabes eux-mêmes, mais pour protéger Israël et détruire l'Iran. En réalité, cette présence américaine n'avait pas pour but d'améliorer la situation des États arabes, mais simplement de renforcer la sécurité d'Israël et d'attaquer l'Iran. Point final. Autrement dit, les pays arabes ne tirent aucun avantage de ces bases américaines. Et nous avons constaté que depuis que de nombreux moyens de défense aérienne ont été retirés du Moyen-Orient, des pays arabes vers Israël, pour être consacrés à la protection d'Israël, cela montre que la revendication iranienne est fondée. Cela crée également une certaine incertitude stratégique au sein de la communauté arabe quant à savoir s'ils doivent continuer à soutenir les États-Unis ou adopter une position plus neutre dans ce type de conflit. C'est donc l'objectif stratégique, et je pense que les Iraniens ont en réalité atteint les deux objectifs. L'opérationnel, car il est désormais dangereux pour les Américains d'utiliser ces bases, et le stratégique, car beaucoup de gens doutent maintenant de la sincérité, dirais-je, de la présence américaine dans la région. Et récemment, la semaine dernière, je crois, un responsable du Koweït, ou peut-être de Bahreïn, je ne suis pas tout à fait sûr, a déclaré « Eh bien, la présence américaine sur notre territoire nous a entraînés dans un conflit que nous ne voulions pas. » Il y a donc un prix à payer pour la présence de ces bases américaines, et nous savons qu'elles ne sont plus vraiment nécessaires. Sur ce point, l'Iran a clairement obtenu un certain résultat. Maintenant, en ce qui concerne ces attaques contre des hôtels et d'autres cibles, disons des raffineries de pétrole et des sites similaires, je pense qu'il faut être extrêmement prudent, car beaucoup de ces attaques ont en réalité été niées. Je veux dire, les Iraniens ont nié les avoir lancées. Et il se peut que certaines personnes, enfin, je dis personnes, mais cela pourrait être les États-Unis, Israël ou d'autres, cherchent à faire monter la tension et par conséquent à attaquer des cibles vulnérables, notamment des hôtels et autres, afin d'aggraver la situation et de pousser les pays arabes à participer au conflit. Et c'est quelque chose que nous avons déjà vu par le passé. Je veux dire, Israël a déjà fait cela. Vous vous souvenez peut-être de ce que j'ai mentionné plusieurs fois sur votre chaîne, la fameuse affaire Lavon dans les années 1950, lorsque les Israéliens ont attaqué des cibles américaines et britanniques en Égypte afin de les pousser à maintenir une présence militaire sur place et par conséquent à aider Israël dans sa lutte contre les Arabes, en l'occurrence l'Égypte. Nous avons eu exactement la même chose. Et cela vient du Mossad, enfin, d'un ancien espion du Mossad, Viktor Ostrovsky, qui a écrit dans son livre « By Way of Deception » qu'en 1983, les services de renseignement israéliens savaient que la caserne américaine à Beyrouth allait être bombardée, mais qu'ils n'en ont pas informé les États-Unis afin de créer une situation où ceux-ci seraient contraints de rester dans la région et d'y maintenir une présence militaire. Nous avons donc ce type de comportement de la part d'Israël qui n'est pas nouveau, nous l'avons déjà observé à plusieurs reprises. Et cela explique probablement bon nombre de ces attaques inexpliquées contre des alliés, y compris des alliés européens d'ailleurs. Mais je ne veux pas entrer dans les détails ici. L'idée serait
qu'Israël cherche à contraindre les Européens, les Occidentaux, à s'impliquer physiquement dans le conflit contre l'Iran. Encore une fois, je ne connais pas les détails. Il faudrait examiner de plus près chaque événement, chaque bombardement ou incident de ce type dans les États arabes, en particulier aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, surtout aux Émirats. Mais nous n'avons pas les moyens de le faire pour le moment, car nous disposons évidemment d'informations limitées. Même les Émirats ont désormais interdit de filmer ou d'enregistrer des vidéos de ces frappes. Et par conséquent, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Il est donc très difficile d'en tirer une évaluation définitive. Mais je n'exclus pas la possibilité qu'il s'agisse de provocation, une sorte d'opération sous faux drapeau, si l'on veut, destinée à créer une situation où les États arabes seraient contraints de s'engager dans le conflit. Et cela arrive précisément au moment où l'on constate qu'Israël semble manquer d'intercepteurs, de capacités militaires et qu'il est désormais également affecté par la situation au Liban. Par conséquent, Israël est pris entre deux feux. Il se peut même que les Houthis entrent bientôt en jeu, ce qui signifie qu'Israël se trouve réellement dans une situation très très difficile. Les États-Unis montrent, disons, qu'ils n'ont aucun appétit à s'enfoncer davantage dans la guerre. Comme je l'ai déjà dit, les États-Unis se sont piégés eux-mêmes dans cette situation, mais ils sont très réticents à aller plus loin et à étendre le conflit. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Et si cela se produisait, cela mènerait à une sorte de désastre, c'est-à-dire qu'Israël se sent de plus en plus abandonné par l'Occident. Les pays européens n'ont aucun moyen d'intervenir dans la région. Ils n'en ont pas la volonté, et ils ont déjà suffisamment de problèmes à l'intérieur de l'Europe. De plus, toute la question de l'Iran détourne désormais l'opinion publique de la principale bataille de l'Occident qui se déroule en Ukraine. Cela signifie que la situation est devenue très défavorable pour Israël. Et en même temps, c'est Israël qui a commencé. Donc, ils ont mal calculé leurs actions et maintenant, ils en paieront le prix. Je pense qu'en Occident, il y a de moins en moins de gens prêts à prendre parti pour Israël, parce qu'ils savent qu'Israël a désormais une très mauvaise réputation, qu'il a en fait perdu le prestige qu'il avait dans les années 1960 ou 1970. Et aujourd'hui, surtout après ce qui s'est passé à Gaza, personne ne veut être, même s'ils ne veulent pas critiquer Israël ouvertement, ils ne veulent pas non plus être perçus comme des alliés d'Israël, notamment à cause de ses violations massives des droits humains et de ses crimes de guerre, et ainsi de suite. Par conséquent, Israël devient extrêmement isolé, et nous nous dirigeons vers une victoire décisive pour l'Iran. Et l'Iran s'efforcera d'obtenir cette victoire décisive. Parce que c'est la seule façon pour l'Iran d'assurer son avenir, si l'on peut dire. Cela fait partie de sa dissuasion. C'est ce qu'ils ont essayé de faire en 2024, mais cela n'a pas fonctionné. En 2025, à 2 reprises, cela n'a pas fonctionné non plus, car les Israéliens ne sont pas disposés à en tirer des leçons. Ils ont lancé cette opération contre l'Iran sur la base d'une évaluation qu'ils avaient faite 2 ans plus tôt, ce qui signifie qu'ils se retrouvent à nouveau piégés par leurs propres décisions. Et l'Iran sait que s'il met fin au conflit maintenant, cela donnerait à Israël suffisamment de marge pour se réarmer et reprendre ses opérations. L'Iran a donc besoin d'une victoire décisive sur Israël. C'est la situation dans laquelle Israël s'est lui-même placé. Avant que cette guerre ne commence, nous parlions du conflit, la nouvelle guerre entre l'Iran et les États-Unis, avec Israël. Et à plusieurs reprises, nous en étions arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas de choix viable pour Israël. Par exemple,
parce que les États-Unis ne vivent pas dans la région. Israël, lui, est dans la région. Le peuple d'Israël est dans la région. C'est pourquoi il faut prendre en compte l'équilibre des forces. Vous savez, un pays de 8 millions d'habitants face à un pays de 92 millions d'habitants, ce n'est même pas comparable. Mais beaucoup de gens dans les médias traditionnels affirment qu'Israël est fort, qu'Israël peut faire ceci ou cela. Quelle est la principale source de cette erreur d'appréciation de la part de l'Occident? Qu'espéraient-ils accomplir? Parce qu'il semble qu'avec le temps, cette guerre se transforme en guerre d'usure, ce que nous savions déjà avant qu'elle n'éclate. Alors pourquoi Israël adopte-t-il une attitude aussi suicidaire en s'impliquant dans de nouveaux conflits? Car il ne s'agit pas seulement de l'Iran. Il y a le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, et maintenant la nouvelle rhétorique inclut la Turquie, et peut-être ensuite le Pakistan. Ces pays ne vont pas simplement rester les bras croisés en disant « Nous avons des capacités limitées. Nous ne pouvons pas nous opposer à tous. » Et personne ne semble comprendre ni aider à convaincre Israël qu'il n'est pas réellement en mesure d'aller aussi loin contre tous ces grands pays du Moyen-Orient. Quelle est votre analyse à ce sujet? Eh bien, vous savez, Israël souffre du même syndrome que celui que nous avons observé aux États-Unis, en fait. Faire la guerre à des armées dotées d'une faible défense aérienne, technologiquement peu avancée. C'est facile. Ce fut une guerre facile contre Saddam Hussein en 1991 et de même en 2003. Bien sûr, il a été facile d'intervenir en Afghanistan et de combattre les talibans, qui ne disposaient que de fusils Lee Enfield de la Seconde Guerre mondiale ou peut-être de quelques Kalachnikov ou armes du même genre. Ce que je veux dire, c'est que les Israéliens se sont largement appuyés sur leur supériorité technologique. C'est ainsi qu'ils ont remporté leur succès en 1967 et en 1973, également grâce à un soutien massif de l'Occident, avec un équipement de pointe que les États arabes ne possédaient pas à l'époque. Et à partir de cette idée de supériorité technologique, les Israéliens ont tiré non seulement une supériorité technologique, mais aussi un sentiment de supériorité globale. Ils disposaient d'une aviation très puissante. Ils pouvaient bombarder n'importe où. Je veux dire, ils ont une force aérienne très sophistiquée, très puissante. Et aujourd'hui, avec le F-35 et des appareils similaires, ils peuvent bombarder presque n'importe quel pays du Moyen-Orient. D'autant plus que ces pays ne disposaient pas de système de défense aérienne solide. Ainsi, à partir de cette illusion de supériorité, les Israéliens se sont sentis tout-puissants dans la région. Le problème, c'est que, comme certains experts l'ont également souligné, cette guerre avec l'Iran est probablement la première au cours de laquelle les États-Unis et Israël affrontent un pair sur le plan technologique. Et c'est quelque chose qu'ils ont largement sous-estimé. L'Iran est un pays très instruit. Je ne parle pas seulement de sa culture très ancienne. Quand on parle d'une culture ancienne, ce n'est pas seulement d'un point de vue historique, c'est aussi une culture de l'histoire, avec des intellectuels, des savants, des ingénieurs. Tout cela fait partie de la culture iranienne. On peut voir ces réalisations d'ingénierie remarquables accomplies par les Iraniens par le passé. Et aujourd'hui, malgré l'embargo et toutes les sanctions imposées à l'Iran, ils parviennent encore à maintenir une force aérienne fiable ou assez fiable. Ils ont également développé une force de missiles très puissante. Et ils ont probablement aussi développé, peut-être avec l'aide de la Chine ou de la Russie, de puissants systèmes de défense aérienne et de défense électronique, ainsi qu'une cyberdéfense. Nous avons donc maintenant un pays qui, parce qu'il est menacé depuis au moins le début des années 2000, probablement même avant,
si l'on considère les Américains, mais surtout depuis le début des années 2000, a toujours été sous la menace de l'Occident. Par conséquent, il a dû poursuivre le développement de ses forces armées, non seulement sur le plan quantitatif, mais aussi qualitatif, en créant ses propres solutions technologiques. Et nous pouvons constater qu'ils sont tout à fait capables de détruire des drones de haute altitude, je veux dire des drones de surveillance israéliens de haute altitude et ce genre d'appareils. L'Iran n'est donc évidemment pas ce qu'était l'Irak en 2003. Nous avons affaire à un pays qui dispose de ressources intellectuelles et matérielles suffisantes, si l'on peut dire, pour développer ses propres capacités. En plus de cela, ils ont probablement compris que c'est également lié à cette tradition intellectuelle. J'ai le sentiment que le commandement et le contrôle des Iraniens sont extrêmement sophistiqués, tout comme leur processus de décision. Mon impression, en essayant de comprendre ou d'analyser les décisions de l'Iran depuis 2024, est qu'il existe une forte conscience de ce que signifie la stratégie, une très forte conscience de la pensée stratégique, une très forte conscience de la planification militaire. Pas seulement la planification opérationnelle, mais la planification au sens le plus large du terme, la planification des infrastructures, des structures de commandement. Tout cela est extrêmement bien et soigneusement réfléchi. En conséquence, ils n'ont peut-être pas l'équipement sophistiqué dont disposent les États-Unis. Ils n'ont peut-être pas la marine puissante des États-Unis, ni les avions de pointe des Américains ou des Israéliens. Mais ils parviennent à compenser ces différences techniques par une réflexion stratégique très approfondie. Oui, vraiment très approfondie, si je puis dire. Et cela peut rappeler, même si je pense que les Iraniens se situent évidemment à un niveau technologique supérieur, ce que l'on a connu pendant la guerre du Vietnam, où le commandement et le contrôle du Viet Cong étaient extrêmement sophistiqués. Ils avaient une compréhension très fine de la manière dont les Américains fonctionnaient, travaillaient, concevaient la guerre, la menaient et la combattaient. Tout cela était très bien étudié et intégré à leur processus de décision. D'un autre côté, lorsque j'examine la prise de décision aux États-Unis et en Israël concernant l'Iran, j'ai l'impression qu'ils sous-estiment constamment leur ennemi. Ils semblent toujours penser que les Iraniens ne sont pas à la hauteur lorsqu'il s'agit de combattre. Par exemple, nous avons appris qu'Israël a lancé cette opération contre l'Iran alors même qu'il n'avait pas reconstitué les missiles perdus en 2025. Cela montre clairement qu'ils n'avaient pas compris les fortes capacités des Iraniens, car ils pensaient que, même sans reconstituer leur stock de missiles et tout le reste, ils pourraient tout de même parvenir à la victoire en Iran. Cela montre qu'ils ont une très mauvaise compréhension des Iraniens. Cela nous amène alors à quelque chose qui était autrefois mon métier, si vous voulez. Lorsqu'on parle de renseignement, il y a deux volets, la collecte de renseignements et l'analyse de renseignements, pour le dire très simplement. Les Israéliens sont extrêmement doués pour la collecte de renseignements, car ils disposent d'une capacité inégalée, un réseau de personnes à travers le monde, faisant partie de la diaspora juive, et ainsi de suite. Les soi-disant Sayanim, qui peuvent informer les services de renseignement israéliens. Et donc, ce n'est pas je ne dis pas que c'est facile, mais ils ont la capacité de localiser très précisément où se trouvait Ali Khamenei, ou des choses de ce genre, parce qu'ils disposent d'un immense réseau d'informateurs à travers le monde. Et l'Iran aussi, bien sûr. Mais ce n'est là qu'un aspect du renseignement. Nous, en Occident, avons tendance à valoriser cet aspect, car nous pensons que tout repose sur la collecte d'informations.
D'après mon expérience personnelle, à la fois dans des zones de crise et dans mon ancien travail professionnel dans le renseignement, je dirais que la chose la plus importante n'est pas ce que l'on recueille. Évidemment, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que l'on est capable de faire avec les informations que l'on possède, car on peut très bien avoir une masse d'informations. Because you may have a bunch of information, you may have the best information of the world. If you are not Vous pouvez avoir les meilleures informations du monde, mais si vous n'êtes pas capable d'en tirer une évaluation correcte, elles ne servent à rien. Donc oui, il est important d'avoir de l'information, mais il est encore plus important d'en comprendre le sens, de l'évaluer de manière à soutenir vos décisions stratégiques. Et c'est précisément là que réside la faiblesse d'Israël. Ce n'est pas nouveau. Cette faiblesse a toujours existé. Le problème, qui est probablement culturel chez les Israéliens, c'est qu'ils ont un sentiment de supériorité qui les pousse à croire que le reste du monde est simplement plus faible qu'eux. Nous l'avons vu en 1973. En 1967, c'était différent, car ils ont attaqué sans avoir été attaqués. Ainsi, les États arabes ont été pris par surprise, et les Israéliens ont donc pu utiliser cet effet de surprise à leur avantage. Mais en 1973, le renseignement israélien n'a pas été capable de détecter l'opération Badr, le plan égyptien visant à traverser le canal de Suez. Les Israéliens disposaient des informations, mais ils n'ont pas réussi à les interpréter correctement. Nous avons vu la même chose en 1982, lorsqu'ils sont allés à Beyrouth. Ils ont provoqué beaucoup de destruction, et tout cela. Mais encore une fois, ce fut une victoire tactique, si l'on veut, et une défaite stratégique. Au final, cette même opération a conduit à la création du Hezbollah en 1985. Et en 2006, c'était la même chose. Les Israéliens ont sous-estimé les capacités défensives du Hezbollah. L'opération qu'ils ont menée a provoqué beaucoup de destruction, et tout cela, mais ce fut une défaite stratégique. Et nous avons vu en 2024, 2025 et maintenant en 2026 que les Israéliens continuent de commettre exactement la même erreur. Ils sous-estiment constamment leur ennemi. Ils n'arrivent pas à donner du sens aux informations dont ils disposent, car ils sont intellectuellement ou culturellement, je dirais, incapables de le faire, à cause de cette obsession selon laquelle ils seraient meilleurs que les autres. Et c'est exactement ça. Si vous voulez évaluer votre ennemi avec lucidité, vous devez accepter que vous puissiez lui être inférieur. C'est exactement ce que Sun Tzu disait il y a 2500 ans. Il disait « Ne sous-estimez jamais votre ennemi. C'est la pire erreur que l'on puisse commettre en temps de guerre. » Et c'est exactement ce que fait l'Occident. Nous avons cette arrogance, ce sentiment de supériorité pour diverses raisons, et cela nous conduit à la défaite. C'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine d'ailleurs. Le sentiment de supériorité que les Ukrainiens éprouvent envers les Russes est précisément ce qui les conduit à la défaite. Et nous voyons la même chose ici. Donc c'est quelque chose de plus ou moins prévisible, si vous voulez. Carole, je ne sais pas si tu as vu l'interview de Donald Trump sur Fox News, où il a dit quelque chose comme « Ces gens sont terribles ». Il parlait des Iraniens. Il a dit que c'était quelque chose de génétique. Tu sais, on a entendu des choses similaires de la part d'Israéliens à propos de l'Iran et de la Palestine, qualifiant les gens d'animaux humains. Et maintenant Trump dit que le problème avec les Iraniens est génétique, qu'ils ne sont pas comme nous. Donc le vrai problème, c'est qu'une partie de ce qui se passe dans l'esprit de ces gens relève d'une forme de racisme. Ils se sentent supérieurs. Ils savent mieux. Ils se battent mieux.
ils sont meilleurs à tous égards humains. Et d'où cela vient-il? Parce que jusqu'à présent, vous savez, ils combattaient les Russes. Ils ont essayé, depuis le début de la guerre, vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec la Russie. Les Russes étaient dans la même position. On rabaissait, vous savez, les qualités russes et tout le reste. On remettait même en question la technologie et la moralité des Russes. Maintenant, cela concerne l'Iran et la Palestine. D'où cela vient-il? Et qu'en pensez-vous? Well, there are different factors here. First of all, Eh bien, il y a différents facteurs ici. Tout d'abord, il y a cette idée, et c'est ce que Glenn Thiessen a dit dans l'une de ses interviews, que diaboliser l'ennemi est une façon de transformer sa haine en vertu. Et c'est exactement ce que nous avons en Occident. Ce n'est pas nouveau. Nous avons connu cela pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, c'est constant. Et c'est probablement, dans une certaine mesure, une composante générale de la guerre. Mais il y a quelque chose de plus ici. Dans l'art de la guerre, le point essentiel, et encore une fois, on peut remonter à Sun Tzu, il y a 2500 ans, est qu'il faut comprendre son ennemi aussi bien que l'on se comprend soi-même. Si vous ne vous comprenez pas vous-même, vous avez une chance sur 2 de gagner. Si vous ne comprenez pas votre ennemi, vous avez une chance sur 2 de gagner. Don't understand your enemy, you have half chance to win. But if you don't understand neither yourself nor your enemy, Mais si vous ne comprenez ni vous-même ni votre ennemi, il n'y a aucun moyen de gagner. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons tendance à nous surestimer. Nous pensons être très supérieurs. En même temps, nous pensons que les autres sont stupides. Cela vient aussi du fait, et probablement de ce que j'ai expliqué, je crois que c'était la semaine dernière sur votre chaîne, lorsque j'ai parlé de la différence dans la perception du mot « victoire ». Il peut avoir des significations différentes en Occident et au Moyen-Orient, en particulier dans la culture musulmane. L'essentiel, c'est que la différence culturelle est si grande que lorsque nous cessons d'essayer de comprendre l'ennemi, nous nous plaçons dans une situation où il nous est impossible de prévoir comment il agira. Tu sais, pendant la guerre froide, Les 2 camps se préparaient probablement à la guerre, ou du moins à une guerre possible, de part et d'autre du rideau de fer, et dans ce genre de contexte. Et bien sûr, dans le bloc de l'Est, tout était imprégné d'idéologie communiste, et ainsi de suite. C'était une autre idéologie, un autre système politique. Mais en ce qui concerne les opérations militaires, la différence n'était pas si grande. Parce qu'au bout du compte, des 2 côtés, il y avait des chars avec plus ou moins la même vitesse, la même portée. Je veux dire, les canons avaient à peu près la même portée et les mêmes capacités, à quelques détails près. Dans l'ensemble, les armées étaient similaires des 2 côtés, et il était plus facile de comprendre comment les Soviétiques pouvaient penser ou réagir sur le champ de bataille. En revanche, au Moyen-Orient, on est confronté à une logique complètement différente. J'ai expliqué cela la semaine dernière, lorsque nous avons parlé du terrorisme, par exemple. Nous avons beaucoup de mal à comprendre comment pensent les terroristes. Et c'est la principale raison pour laquelle nous ne parvenons pas à vaincre le terrorisme, parce que nous ne comprenons tout simplement pas comment les terroristes pensent. Cela devient encore plus complexe si l'on considère que dans l'un de mes livres, j'ai utilisé le mot « terrorisme » au pluriel. Ce qui est contre-intuitif, car le terrorisme est fondamentalement une méthode. On ne le voit généralement pas au pluriel. Le problème, c'est que le terrorisme que nous avons connu dans les années 1960 en Europe n'a rien à voir avec le terrorisme que nous avons connu ces dernières années au Moyen-Orient et en Europe. Les attentats de l'État islamique, par exemple. Ce sont des choses totalement différentes.
Vous pouvez percevoir des similitudes parce qu'il s'agit du même type de bombe. La bombe est fabriquée de la même manière et il y a toujours des attaques contre des civils. D'accord, mais tout cela n'est semblable qu'au niveau tactique ou technique, si vous voulez. Lorsqu'il s'agit de la dimension stratégique, pourquoi ils font cela? Quel est le mécanisme intellectuel derrière l'utilisation de la méthode appelée terrorisme? C'est là que l'on voit les différences. Et c'est précisément à ce niveau-là que l'on peut vaincre le terrorisme. Ce n'est pas au niveau technique. C'est très difficile à anticiper. Même si quelqu'un vous dit « j'attaquerai cet endroit à 22 heures », sans préciser comment, il serait tout de même très difficile de l'empêcher. Without saying how, it will be very hard to prevent that, even if you know the time, even if you know the location. Même si vous connaissez l'heure, même si vous connaissez les lieux, parce que j'ai commandé une unité qui faisait de l'infiltration et ce genre de choses, si vous voulez pénétrer un système, vous le pouvez. Cela peut prendre du temps, cela peut demander des ressources, mais si vous voulez vraiment le faire, vous le pouvez, peu importe la manière. Sur le plan tactique, il sera toujours impossible de l'empêcher. La seule façon d'obtenir un succès, c'est d'agir au niveau stratégique, de faire en sorte que les gens, que les terroristes, perdent la volonté d'attaquer. Et cela signifie qu'il faut comprendre pourquoi. Pourquoi prennent-ils cette décision? Quelle est la logique derrière cela? Bon, eh bien, le terrorisme est un cas évident, si vous voulez, et je ne veux pas entrer dans les détails car nous pourrions y passer des heures. I don't want to go into the details because we could spend hours on this. But the whole issue of war fighting. Mais toute la question du combat au Moyen-Orient est très différente de celle du combat en Europe. Il s'agit de la manière dont on comprend la victoire. Une victoire sur soi-même et non sur l'ennemi. Tout cela rend l'évaluation de l'ennemi très difficile, à moins d'avoir de l'expérience, d'avoir été dans la région, d'être familier avec la culture locale et des choses de ce genre. Le problème, c'est qu'au sein de nos états-majors aujourd'hui, nous avons de moins en moins de personnes possédant ce type d'expérience. Même s'ils ont passé un certain temps au Moyen-Orient, ils sont restés sur les bases. Ils ne sortaient jamais pour des raisons de sécurité et par conséquent, ils ne connaissent pas la culture locale, la manière locale de penser, et ainsi de suite. Et si vous ne faites pas cela, il n'y a aucun moyen de gagner. Cela conduit probablement aussi à l'idée que ces gens sont très différents de nous. Ce n'est pas qu'ils soient différents, ils pensent simplement autrement. En résumé, quand on a un petit cerveau, on ne peut pas comprendre cela, et donc on finit par dire « eh bien, ce sont des animaux ». Mais ce genre de déclaration illustre seulement la taille de votre propre cerveau, car les gens sont loin d'être stupides. En fait, je vous l'ai dit, enfin je crois vous l'avoir dit, je ne me souviens plus. Au début des années 2000, je faisais partie d'une équipe de travail de l'OTAN chargée d'évaluer la psychologie des terroristes islamistes. Et nous avons constaté que, surtout en Palestine, le niveau intellectuel des Palestiniens était en moyenne bien plus élevé que celui des Israéliens. Je parle des forces de sécurité israéliennes. Parmi ceux qui étaient arrêtés comme terroristes, il y avait un nombre extrêmement disproportionné d'ingénieurs, de chercheurs, de personnes titulaires de diplômes universitaires, et ainsi de suite. Autrement dit, ces terroristes étaient loin d'être stupides. Extrêmement imaginatifs, extrêmement créatifs. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui en Iran. Je ne dis pas qu'ils sont des terroristes. Je dis simplement qu'il s'agit de personnes instruites, d'un niveau très élevé. Ces capacités intellectuelles, ou plutôt nos préjugés ou notre manque de compréhension de la culture locale, tendent à nous les faire rejeter. Je veux dire, nous ne pouvons pas accepter que ces gens puissent être plus intelligents que nous. Et c'est précisément là le problème. La faiblesse que l'on peut voir très clairement aujourd'hui
c'est que nous avons une guerre décidée par deux soi-disant pays de haute technologie, à savoir les États-Unis et Israël, mais ils ne parviennent à aucun succès. Ils causeront beaucoup de destruction, ils tueront beaucoup de gens, cela ne fait aucun doute, mais ils n'obtiendront pas de succès parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Et c'est exactement ce que tout le monde commence à comprendre maintenant, aussi bien en Israël que, je dirais, en Occident de manière générale, à savoir que nous lançons des guerres sans savoir ce que nous voulons réellement accomplir. Et chacun a sa propre idée de ce but. Certains disent que c'est la démocratie, d'autres que c'est le pétrole, d'autres encore que c'est un changement de régime. En somme, chacun a sa propre perception de la chose. Cela signifie que nous n'avons pas une compréhension claire de ce que nous voulons véritablement atteindre. Et la stratégie, eh bien, je dirais que la qualité de votre stratégie reflète la qualité de votre approche intellectuelle du conflit. Une mauvaise stratégie signifie que vous êtes stupide, pour le dire très franchement. Mais en substance, c'est bien cela. Et c'est exactement ce que l'on voit en Europe. Je veux dire, l'Europe soutient l'Ukraine. D'accord, très bien. Mais qu'est-ce qu'ils veulent accomplir? Personne ne le sait. Ils n'ont pas d'objectif, pas de stratégie. Et quand on écoute ces dirigeants, les dirigeants européens, je veux dire, ils ont des cerveaux d'oiseaux, c'est tout. Il n'y a pas d'approche cohérente du conflit. Et nous avons exactement la même chose ici en Iran, je veux dire, la qualité intellectuelle de la direction européenne, occidentale aujourd'hui, est absolument déplorable. Et cela devrait être une source d'inquiétude générale, non seulement parce qu'ils déclenchent des guerres, mais aussi parce qu'ils mènent des guerres qu'ils ne savent pas conduire et qu'ils ne savent pas gagner. Oui, merci. Merci beaucoup, Carl, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Nous savons que tout le monde demande de vos nouvelles. Pouvez-vous nous donner brièvement une mise à jour sur la situation que vous traversez, la souffrance causée par ces sanctions injustes qui vous ont été imposées? Quelle est la situation actuelle concernant ces sanctions? Eh bien, je suis toujours dans la même situation. Je suis toujours sanctionné pour ma liberté d'expression. En gros, le gouvernement suisse a protesté contre l'UMR pour cette raison, car la sanction de l'UMR, en réalité, porte atteinte à ma propre liberté d'expression. Et cela est clairement indiqué dans toute la décision. Je n'ai, encore une fois, fait l'objet d'aucune décision judiciaire. C'est simplement une décision politique, point final. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai enfreint aucune loi, ni dans l'Union européenne, ni dans aucun pays de l'UMM. C'est donc une sanction purement dirigée contre la liberté d'expression. Premier point. Nous avons déposé la semaine dernière avec mes avocats une demande d'annulation de la sanction. En réalité, nous avons contesté l'accusation et essayé, disons, de réfuter toutes les allégations qui ont été formulées. Elles n'étaient pas très solides, je dois le dire. C'était une accusation extrêmement faible. Mais néanmoins, les sanctions, elles, ne sont pas faibles. L'accusation est faible. Donc je prévois qu'à terme, nous gagnerons. Plus cela prendra de temps, plus ce sera douloureux pour l'Umemborodier, car mon affaire devient connue dans le monde entier. De nombreux membres du Parlement européen m'ont également apporté leur soutien. J'ai beaucoup de personnes dans différents pays, y compris au sein des pays de l'Union européenne, des responsables qui soutiennent ma cause. Je veux dire, qui me soutiennent dans cette affaire. Donc je suis confiant qu'à terme, je gagnerai. Le problème, c'est que je suis toujours limité dans mes contacts avec mes amis. Après un mois, ma banque belge a enfin rouvert l'accès à mon compte, mais de manière très restreinte. Je ne peux acheter que ce dont j'ai besoin pour vivre au quotidien, rien de plus, et c'est aussi limité dans le temps.
Je n'ai toujours pas le droit de voyager au sein du WER, donc je ne peux pas retourner dans mon pays. Je vis ici à Bruxelles, chez moi, mais en réalité, je suis prisonnier au sein de l'Union européenne. Pourtant, je garde espoir et je pense que tout finira bien. Je suis convaincu que cela finira par jouer en ma faveur. Donc je reste plein d'espoir à ce sujet. Nous sommes tellement heureux que tu aies gardé un moral aussi élevé et nous comprenons à quel point tout le processus a été difficile, combien de souffrances il t'a apporté. Mais nous te souhaitons le meilleur, Carl. Tu es le meilleur. Merci. Merci. Merci à vous tous. Merci.